présent. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce webinaire et je vous en remercie. Certaines personnes sont intéressées mais n'ont pas pu se rendre disponibles. Donc, nous avons enregistré l'intervention et donc nous pourrons vous la transmettre si vous êtes intéressés. Donc, ce soir, nous allons parler d'environnement. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas rejoint par inadvertance une réunion d'organisation des primaires écologistes. Vous êtes bien chez Thésaurus, société de conseil en gestion de patrimoine et de gestion privée, qui accompagne sa clientèle depuis plus de 25 ans dans ses orientations d'investissement et que j'ai plaisir à diriger depuis quelques mois. Voilà. Notre mission en tant que gestionnaire de patrimoine est d'aider nos clients à protéger, faire fructifier et à transmettre leur patrimoine. Notre expertise s'applique à considérer ce qui a de la valeur et à en mesurer les risques. Parmi les classes d'actifs qui constituent les allocations d'investissement traditionnelles se trouvent des actifs à composante naturelle, souvent appelés la finance verte. Alors, il ne s'agit pas de démarche philanthropique, mais bien de considérer les éléments naturels et environnementaux comme des classes d'actifs à part entière, génératrices de valeur et de rentabilité, faisant appel à son propre domaine d'expertise et répondant à ses propres règles de fonctionnement. Aujourd'hui, la conviction que je souhaite porter avec Thésaurus est de considérer les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme des indicateurs extra-financiers qui donnent une appréciation de durabilité de la valeur d'une entreprise ou d'un investissement, qu'il soit d'ailleurs de nature immobilière ou financière. Car aujourd'hui, une entreprise qui n'implémente pas dans sa politique interne ou de développement les attentes en termes ESG est une entreprise dont l'attractivité est réduite et donc dont la valeur dans le temps va s'estomper ou sera impactée à la baisse. Dans un contexte où le niveau d'urgence et d'inquiétude et que bien des acteurs économiques, politiques, scientifiques et financiers s'accordent à relayer sur des questions de transformation de nos modèles dans un contexte d'urgence climatique, Thésaurus se veut être un acteur et un relais entre nos clients qui disposent d'un patrimoine à investir ou en constitution et l'économie réelle, l'économie durable qui s'implémente chaque jour et qui porte la valeur économique de demain. Ce que nous souhaitons plus particulièrement, c'est d'accompagner nos clients vers des actions concrètes d'investissement en faveur de la transformation environnementale que nous avons identifiée, sélectionnée et qui répondent à des critères de performance tant financiers qu'extra-financiers et que nous considérons à ce titre comme générateur de valeur financière tout en donnant du sens à l'investissement réalisé et qui s'inscrit dans une approche globale de la gestion de votre patrimoine et donc qui répond à des critères d'allocation qui doivent être personnalisés avec un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes qui vont se partager l'intervention. Et donc, je vais leur céder la parole parce que j'avais un temps très court. Donc, nous accueillons ce soir Damien Aymar qui nous parlera de la société CVE, Changeons notre vision de l'énergie, qui est une société française que Thésaurus soutient dans son développement. Et ensuite, interviendra Laurence Farin qui nous parlera de la société France Vallée,
et d'une thématique d'investissement qui a été sélectionnée par les experts de Tezos. Donc, vous avez la possibilité d'interagir via une messagerie, un chat, et nous répondrons à certaines de vos questions en fin de présentation. Voilà. Donc, je cède désormais la parole à Damien Aymard. Bonsoir à tous. Je suis effectivement Damien Aymard, je suis responsable des relations partenaires chez CVE. Voilà, donc ce soir, je vais vous parler d'énergie renouvelable et bien sûr de CVE, ses activités et les solutions d'investissement que CVE propose. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, donc CVE, c'est un acteur majeur sur un marché porteur. Donc on va d'abord s'intéresser au marché. Il faut savoir qu'on est sur un sujet qui est particulièrement d'actualité. On est en pleine COP26, donc c'est un sujet dont on parle beaucoup. Avec voilà, il y a le sujet de l'urgence climatique qui est de plus en plus présent et sur lequel on est de plus en plus conscient. Et on entend des choses, des mots qu'on n'employait pas forcément jusqu'à présent, les mots de décarbonation de l'économie, les mots de neutralité carbone. La neutralité carbone, qu'est-ce que c'est? C'est finalement de faire en sorte qu'on produise pas plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre est capable d'en absorber. Donc ça, c'est tout un programme, mais derrière, bien sûr, il faut mettre en place des actions et c'est ce que nos dirigeants s'attachent à faire lors de la COP26. Mais quand on parle de neutralité carbone, c'est un objectif qui est un objectif à 2050. Et vous avez peut-être entendu parler, c'est une actu aussi très récente, qui est peut-être un peu plus passée inaperçue, mais on en a quand même pas mal parlé, c'est le fameux rapport RTE. Donc c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement il y a 2 ans à RTE, qui est le gestionnaire du réseau d'électricité en France, et qui a demandé à RTE de plancher sur quels sont les scénarios d'atteinte de la neutralité carbone pour la France à l'horizon 2050. Et donc RTE a pondu, entre guillemets, 6 scénarios et qui tous font la part belle aux énergies renouvelables. Ces 6 scénarios donc, ont été établis de manière totalement impartiale, sans parti pris ni sur l'aspect nucléaire, ni sur l'aspect énergie renouvelable. Et finalement, d'ailleurs, elle ramène un peu dos à dos les partisans de l'un ou de l'autre, puisque la conclusion, plus ou moins, c'est qu'il ne faut pas opposer les énergies et que c'est plutôt un mix énergétique qu'il faut chercher à trouver. Et dans ces 6 scénarios, le plus volontariste sur la partie développement nucléaire implique quand même, pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques de la France en 2050, qu'on ait 50% minimum d'énergie renouvelable pour produire notre électricité en 2050. Et le scénario qui est, on va dire, le plus opportuniste sur l'aspect énergie renouvelable prévoit même 100% d'électricité d'origine renouvelable, ce qui est assez utopiste dans le sens où c'est un scénario qui coûterait assez cher. Donc effectivement, la vérité, elle se situe entre les deux. Et quel que soit le scénario abordé, on est sur un fort déploiement des énergies renouvelables à l'horizon 2050. Et si on prend purement le côté solaire, puisque c'est un des marchés principaux de CVE, c'est une multiplication en fonction du scénario par 7 jusqu'à 21 du parc solaire en France. Donc ça montre les opportunités à venir et ça illustre le marché porteur que j'évoquais. Et donc si on parle un peu plus précisément du coup de CVE, donc CVE, nous on est, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est un groupe industriel, voilà, un groupe industriel producteur d'énergie renouvelable. Et donc notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est de développer des projets, de les construire et de les exploiter dans la durée. On est sur des durées d'exploitation d'une 30aine d'années, avec pour but final de vendre, de fournir de l'énergie. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a la case financement qui est importante. Et c'est un peu l'objet aussi de notre réunion aujourd'hui. Et groupe industriel engagé, pourquoi? Yann en parlait, CVE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changeons notre vision de l'énergie. C'est quand même un joli programme. Et en fait, on a une vision qui nous est propre et qui est assez claire, c'est de produire de l'énergie décentralisée pour le besoin des entreprises et des collectivités. Et donc, le côté décentralisé, c'est important. Il faut imaginer, on en parle souvent quand on parle d'alimentation, le circuit court de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va produire, on va construire, on va dire, des unités de petite ou moyenne taille pour les besoins locaux des territoires. Ça, c'est la vision de CVE. On est multi-énergie, donc présent sur 3 marchés. Le premier marché qui est notre marché, on va dire, le plus important aujourd'hui, qui est le marché du solaire. Donc, le solaire, il faut savoir que c'est une énergie, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est une énergie qui est très compétitive.
Pourquoi elle est compétitive? Parce que c'est une énergie qui est assez simple à développer, dans le sens où techniquement, c'est des projets qui sont assez simples et c'est un projet qui a une forte acceptabilité sur les territoires. Et donc, plus on développe des projets, plus le coût de revient diminue, plus l'énergie est compétitive. Donc, nous, on se développe sur la partie solaire depuis 10 ans. Alors, CVE existe depuis 10 ans, d'ailleurs, c'est important de le dire, à travers des centrales solaires au sol, des centrales en toiture, et également sur un schéma qui est de plus en plus présent, qui est le schéma de la vente directe d'énergie. C'est-à-dire qu'on va non plus vendre uniquement l'énergie à EDF, mais également vendre l'énergie à des sociétés. Je prends un exemple tout bête. On a conclu dernièrement un contrat avec la SNCF pour leur vendre directement de l'énergie, la SNCF étant le plus gros consommateur d'électricité en France. Nous sommes présents également sur le secteur du biogaz. Donc, le biogaz, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui est issu d'un procédé qui s'appelle la méthanisation. Et la méthanisation, elle a 3 vocations. Sa première des vocations, c'est de valoriser les déchets organiques, c'est-à-dire qu'on va aller collecter des déchets organiques sur les territoires auprès d'agriculteurs, auprès d'industries agroalimentaires ou auprès de collectivités. Il faut savoir que les collectivités devront organiser pour les ménages comme nous le tri à la source des déchets organiques d'ici 2024. Donc, ça montre les futures opportunités qu'il y a sur ce secteur-là. Et finalement, ces déchets organiques, on va les injecter dans un procédé, dans un process qui est comme un estomac géant. En fait, la matière va être digérée et en étant digérée, elle va générer ce fameux biogaz qui, lui, va pouvoir être injecté sur le réseau de gaz et être consommé par les ménages ou pour alimenter des gaz de carburant vert, etc. Et la troisième des vocations, c'est que toute la matière qui n'aura pas été dégradée pourra être valorisée en agriculture sur les territoires. Donc, c'est un moyen de rendre à la terre ce qui lui appartient, d'où cette logique d'économie circulaire. Le biogaz représentera en 2025 25% du chiffre d'affaires de CVE. Gros axe de développement sur la partie biogaz. Sur l'hydroélectricité, l'objectif de CVE, donc c'est plutôt un développement un peu plus moyen-long terme, parce que c'est des projets qui mettent longtemps à se développer. On est sur un objectif d'élargir le mix énergétique de CVE à travers une énergie qui est complémentaire au solaire. Sur la situation territoriale de CVE, on est présent sur 4 continents. On est présent en France et à l'international. La France est notre marché majeur aujourd'hui, mais on se développe de plus en plus à l'international. Et on a notamment une filiale au Chili avec une trentaine de collaborateurs sur place, une filiale aux États-Unis également, une filiale depuis plus récemment en Afrique du Sud. Et on étudie aussi des pays d'Afrique d'une manière générale et d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qui sont les prochains axes de développement. Et on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît, pour ceux qui gèrent. Voilà. Donc, pour parler un peu chiffres clés aussi, pour vous montrer ce qu'est CVE à l'instant T et vous montrer aussi ce que veut être CVE demain. Donc, on est sur un développement qui est très important déjà depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui et on est sur un développement important sur les années à venir également. CVE aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 239 personnes. On est même quasiment autour de 250 parce que ces chiffres datent de septembre et qu'on a des arrivées, notamment depuis la rentrée, importantes. On est sur un trend de recrutement d'une 60aine de personnes par an. Donc, c'est un développement qui est très important. Notre parc en exploitation et en construction représente 490 mégawatts. C'est des ordres de grandeur que vous n'avez pas forcément, mais il faut imaginer qu'une centrale nucléaire, puisqu'on parlait du nucléaire tout à l'heure, un réacteur nucléaire, c'est à peu près 900 à 1000 mégawatts. Donc voilà, on est à peu près sur un demi-réacteur nucléaire aujourd'hui. Ce qui correspond à la production, à la consommation, la production est de 815 gigawattheures, ce qui correspond à la consommation d'une métropole de 360 000 habitants à peu près, et ce qui représente également 660 millions d'euros investis dans nos actifs à date. Chiffre d'affaires 2020, 38 millions d'euros, et projets en portefeuille, 1477 mégawatts, c'est-à-dire les projets qu'on a dans les tuyaux en cours de développement. Et ça permet d'illustrer notre plan d'affaires, ce que veut être CVE en 2025. CVE en 2025, c'est de passer d'un parc de 490 mégawatts à un parc de un peu plus de 2000 mégawatts, 2 gigawatts. Donc, développement très important qui va se traduire en matière de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires autour de 250 millions d'euros en 2025. Et en 2025, on sera non plus 239, mais 360 employés. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Et notamment, pour illustrer tout ça, je vous parlais des 660 millions d'euros investis dans nos actifs. Ça représentera l'investissement dans nos actifs pas loin de 2,5 milliards en 2025. Et ça illustre notre besoin en capitaux et notre besoin en financement.
et ce qui fait une magnifique transition vers la prochaine slide, du coup, qui concerne notre modèle de financement. Donc, petit aparté sur cette partie-là, financement. On a une actu qui date de début 2021, fin 2020, début 2021, qui est importante, c'est l'entrée au capital de ICG, qui est venu injecter 100 millions d'euros dans CVE, qui représente moins de 50% du capital. Le groupe garde son indépendance, mais qui est venu considérablement renforcer CVE et élargir les épaules de CVE, si je puis dire, pour justement affronter ces défis de demain de développement. Donc, pour parler du développement et du financement, CVE Green Finance, c'est la filiale dédiée, dont j'en fais partie, la filiale dédiée au financement des activités du groupe et qui est constituée finalement de deux équipes. Une équipe qui est orientée financement institutionnel, bancaire, institutionnel, qui est bien sûr une part majeure de notre développement, mais une équipe aussi dont je fais partie qui est dédiée au financement auprès d'investisseurs privés qui font partie de l'équation du financement de CVE depuis son origine il y a 10 ans. Voilà. On a une grosse expertise là-dedans. On est aujourd'hui une équipe de 6 personnes dédiées à cela. Et pour se structurer en même temps que le développement de CVE, on sera probablement une dizaine de personnes sur l'année 2022. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? C'est une gamme diversifiée de solutions d'investissement. Ces solutions-là, c'est des produits financiers qui vont permettre de financer les activités de développement du groupe ou des actifs précisément. Et quelles sont-elles, ces solutions ? Ça va être des actions et des obligations non cotées qui vont être accessibles à partir de 5 000 euros sur des maturités de 5 ans. Après, je laisserai les conseillers vous parler plus précisément de ces solutions. Et pour conclure mon propos, je vais aborder quelles sont les bonnes raisons d'investir dans les énergies renouvelables et dans CVE. La première bonne raison, c'est qu'on est sur l'économie réelle. Donc, l'économie réelle décorrélée des marchés financiers. On est dépendant de notre marché, qui plus est un marché porteur, comme je le disais précédemment. Pardon. Deuxième point, la croissance verte. Donc effectivement le marché porteur dont je parlais. Et c'est ces deux premiers points qui font qu'on est sur des très bons produits de diversification. Troisième point, on est sur une filière résiliente. On l'a vu en temps de Covid, l'économie s'est arrêtée avec les confinements. Le soleil a continué à briller et on a continué à générer du chiffre d'affaires en produisant de l'énergie et en la vendant. Quatrième point, on est sur CVE, une entreprise dynamique. On est en fort développement, comme je l'ai précisé. Et enfin, le dernier point, et qui recoupe avec la thématique du sujet du jour, c'est qu'on est sur un investissement responsable ou à impact et qui finalement vous permet de donner du sens à votre investissement. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus présent chez les investisseurs. C'est-à-dire qu'on propose des produits qui ont des bonnes performances, mais qui plus est, qui permettent de donner du sens à l'investissement. Et c'est ce qui permet du coup d'allier rentabilité et protection de l'environnement. Et je vais transmettre du coup la parole à Laurence qui va vous parler de France Vallée. Merci beaucoup Damien. Je vais effectivement poursuivre ce propos qui était très intéressant par une autre partie de la finance verte, c'est tout ce qui concerne le foncier en général et la forêt en particulier. Alors, France Vallée, c'est une société de gestion qui a pour objectif de démocratiser l'investissement foncier. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il est devenu assez simple finalement d'investir dans des classes d'actifs qui pourtant normalement sont inaccessibles pour les particuliers en direct. On pense de manière assez évidente à l'immobilier de bureau. Aujourd'hui, quand on veut investir dans l'immobilier de bureau, on passe par une SCPI, on a un ticket d'entrée très faible et ça devient accessible. Quand on voulait le faire sur le foncier, en général, donc quand je parle de foncier, c'est les fonciers les plus rares, les plus inaccessibles. Donc là, ça va être les forêts de grande taille et on travaille aussi le foncier viticole champenois, mais ça on va le laisser de côté. Finalement, il n'existait pas vraiment de solution qui permettait d'investir dans ces classes d'actifs. Et donc, du coup, l'objectif de France Vallée, c'est de créer des fonds dans lesquels les particuliers vont investir et derrière, ces fonds, on va les gérer. Alors, il se trouve qu'effectivement, si on passe la slide d'après, France Vallée, en fait, depuis notre création, on a travaillé cette classe d'actifs parce que la grosse difficulté, finalement, ce n'est pas forcément de collecter de l'argent, mais c'est plutôt de l'investir parce qu'en France, le foncier forestier est très rare et très longtemps, ce genre d'investissement est resté l'apanage des grandes fortunes, des grands propriétaires terriens. Alors, ils s'en servaient
comme fonds de portefeuille, parce qu'on va le voir, c'est un actif qui est extrêmement résilient. Damien l'expliquait tout à l'heure, le fait d'avoir des actifs résilients, ça permet d'avoir une poche de stabilité en temps de crise et ça en fait un parfait outil de diversification. Et il s'en servait aussi, accessoirement, pour avoir quelques avantages fiscaux. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de proposer une solution clé en main où on va accéder aux plus belles forêts, les plus grandes forêts, celles qui sont totalement inaccessibles. Et pour ça, on a notre expérience qui nous a permis de devenir le premier investisseur forestier privé et de sourcer justement ces forêts les plus rares. On fait une solution clé en main, c'est-à-dire inutile de vous transformer en bûcheron le week-end, on se charge de tout. Et accessoirement, il ne faut pas oublier, on est là pour ça, pour le rappeler, que le foncier et la forêt, c'est un actif qui est vivant, qui se gère et évidemment, toutes nos forêts sont gérées durablement et c'est ça qui nous a permis d'obtenir le label Greenfin parce qu'une forêt, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, si on passe à la slide d'après, on va pouvoir voir justement quel est ce marché de la forêt, parce qu'on voit tout ce que c'est, une forêt, un arbre, on sait comment ça fonctionne. Mais le marché de la forêt en France, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un tiers de la surface du territoire qui est recouverte de forêt. Donc en soi, la France est un grand pays forestier. Mais si on s'arrête là, on a une vision un peu biaisée, parce que déjà, les 3/4 sont privés. Donc, une forêt essentiellement privée, ça représente à peu près 12,5 millions d'hectares. Et sur les 12,5 millions d'hectares, il y a à peu près 3,5 millions de détenteurs. Donc, si vous faites la division, vous vous rendez compte que finalement, il y a une multitude de petites parcelles qui ne sont absolument pas gérées, qui n'ont aucune valeur et qui n'en prendront jamais. Parce que si on veut gérer une forêt, évidemment, il faut une surface importante et une forêt qui a de la valeur, c'est une forêt qui est exploitable et donc ça sous-entend une surface importante. Et c'est pour ça qu'il est très difficile pour un particulier d'acheter des forêts de grande taille, d'investir dans une forêt qui a une vraie valeur patrimoniale parce qu'elles sont très, très rares. Et quel dommage, parce que vous le voyez bien à l'écran, quand on regarde l'évolution des prix, alors là, on a l'indice SAFER qui montre l'évolution des prix sur à peu près 25 ans. On voit une évolution positive de l'ordre d'à peu près de 3% de prise de valeur par an. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est cette stabilité, cette résilience. Que ce soit au moment de la tempête de la crise de 2008, où on voit bien que, évidemment, la crise financière, ça a eu quasiment aucun impact sur cette classe d'actifs, mais également, plus étrangement, par rapport à la tempête de 99. On aurait pu imaginer que cette tempête, qui était quand même la tempête du siècle, ait généré une chute des cours. Eh bien non, alors il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, c'est pas magique, il y a bien eu un impact. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 99? Il y a eu 5 années de production qui sont tombées d'un coup, et donc ça a fait une suroffre sur quoi? Sur le marché du bois et pas sur le marché de la forêt. Parce que la forêt, c'est quelque chose qu'on envisage à tellement long terme que c'est ça qui fait qu'on a une courbe qui est finalement très linéaire. Alors, puisqu'on a parlé de tempête, quand on parle de forêt, généralement, on le disait, on voit très bien ce que c'est. En revanche, on a aussi quelques images, quelques risques qui nous viennent assez naturellement. Et ceux-là, on les connaît finalement. On connaît toute cette classe d'actifs parce qu'on la connaît depuis notre enfance. Et les risques, ils sont simples. C'est la tempête, c'est l'incendie et le risque phytosanitaire. Alors, pour précision, France Vallée, on est un professionnel de la gestion forestière. Donc, mécaniquement, nos forêts, on va les gérer efficacement et en bon père de famille. Donc déjà, toutes nos forêts sont assurées contre les risques tempête et incendie. Et alors, pour le risque phytosanitaire, il n'y a pas vraiment de risque d'assurance en quelque sorte qui existe. Là, les réponses, ça va plus être notre gestion opérationnelle en tant que professionnel de la gestion forestière et les réponses structurelles liées au fonds. Les réponses opérationnelles, en fait, tout est une question de bon sens. En fait, aujourd'hui, de temps en temps, on entend parler de forêt malade et en réalité, souvent, c'est le facteur humain qui a provoqué ces forêts malades. Parce qu'il ne faut pas oublier que à travers l'histoire, on a eu des évolutions climatiques. Au Moyen-Âge, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Et sous Louis XIV, à la fin du XVIIe siècle, on a eu une espèce de mini-période glaciaire et donc une baisse des températures. La forêt, elle existait avant, elle existait pendant, elle existait après. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une accélération du réchauffement climatique du fait de l'homme. Mais la forêt, elle s'adapte et il faut juste l'aider à s'adapter. Et le fait de gérer des grands ensembles, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un vrai impact, justement, pour aider la forêt à se protéger. Et en fait, ça se repose sur des principes extrêmement simples, à savoir
Un arbre, c'est quelque chose de vivant et chaque arbre va avoir sa station forestière de prédilection. C'est-à-dire, moi, si vous me mettez par 60 degrés sans eau, je ne vais pas être au milieu de ma forme. Et ben, un arbre, c'est exactement pareil. Chacun a ses critères. Il faut juste respecter ça. Et c'est ce qu'on a eu tendance à oublier, malheureusement, au cours du XXe siècle, parce qu'en sortant de la guerre 39-45, on a eu besoin de bois de construction. Donc, on a voulu planter des essences qui étaient à même de donner du bois de construction, notamment l'épicéa, et on a planté des champs d'épicéa. Sauf que si on prend cet exemple-là, qui est souvent repris pour quand on pense aux maladies qu'il y a sur la forêt, et ben, qu'est-ce que c'est un épicéa? C'est tout simplement un résineux qui a besoin d'eau, qui n'aime pas les fortes chaleurs et qu'on trouve généralement en altitude, parce que quand on gagne en altitude, on gagne en hydrométrie et on perd en température. Donc, il se plaît parfaitement en haut de sa montagne. Et en le délocalisant pour le mettre dans une station forestière qui ne lui convient pas, eh ben, on a tout simplement planté le décor des forêts malades aujourd'hui parce que l'épicéa déteste les scolites. Les scolites, c'est un insecte qu'on trouve en plaine. Et là, on lui a donné tout simplement un buffet à volonté. Et donc, voilà ce qui a été justement une des causes des maladies qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revenir aux fondamentaux, respecter les forêts, respecter certains principes, pas n'importe quel arbre, n'importe où, des principes de diversification forestière. Une forêt avec plusieurs essences résiste mieux. Et c'est tous ces principes-là qu'on applique au quotidien. Ça commence par l'acquisition. On va être extrêmement drastique sur les critères qu'on va prendre en compte, les essences, le climat, le volume de bois sur pied, la qualité du bois, le foncier, les voies de débardage, etc. Tout ça, c'est au moment de l'acquisition. Et après, justement, on va gérer nos forêts de manière à respecter justement chaque arbre pour qu'il évolue dans des meilleures conditions possibles. Et en fait, en respectant ces principes-là, c'est ça qui va limiter le risque d'un côté et qui va nous donner finalement une meilleure performance de l'autre. Donc là, on est vraiment dans un cercle vertueux. Donc ça, c'est la première réponse opérationnelle liée à la gestion de nos forêts. Et après, en termes de réponse au risque, il y a la réponse structurelle que vous connaissez par cœur. C'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement. C'est de ne pas acheter une forêt, mais investir dans un fonds qui lui-même va acheter une multitude de forêts avec une multitude d'essences dans une multitude de secteurs géographiques. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran, la carte de nos forêts réparties sur à peu près la totalité du territoire. Alors après, si on passe à la slide suivante, en tant qu'investisseur, on cherche à savoir comment ça fonctionne. J'arrive dans le fonds, j'achète des parts, mais qu'est-ce que je peux attendre? Alors déjà, en matière de performance, on veut vraiment insister sur le fait qu'on n'est pas sur un produit spéculatif, mais sur un produit de placement long terme, bon père de famille. Donc, c'est pour ça qu'on vous indique que ce type d'investissement, il faut attendre une performance globale de distribution et de capitalisation de 2,5%. Alors, sachant que la distribution, elle est liée aux coupes des arbres et on ne va pas couper n'importe quoi, n'importe quand. Donc, ça va vraiment être très progressif et donc, on va plus être dans un produit d'une manière générale de capitalisation. Après, si vous entrez, et vous pouvez sortir à tout moment. Alors, il y a juste une condition liée à la fiscalité, parce que comme on le disait, on investit sur quelque chose de tangible, de résilient, qui est plutôt défensif dans un portefeuille. Et après, il y a aussi un aspect où on attend un avantage fiscal. Il faut savoir que si on veut avoir une réduction d'impôt, il y a un délai de détention de 7 ans. Mais sinon, vous avez la possibilité de sortir à tout moment, parce qu'on organise cette liquidité, vous pouvez revendre vos parts. Et donc là, elle est organisée d'abord par le fait que la collecte entrante sert en priorité à rembourser les sortants. Et ensuite, on a toujours 10% de trésorerie sur chacun de nos véhicules, de manière à ce que si plusieurs personnes veulent sortir en même temps, et bien là, on a une liquidité qui est réellement fluide et organisée. Et donc, le dernier point sur la dernière slide, c'est l'aspect fiscal. Parce que les motivations d'investissement dans cette classe d'actifs, ça va être le côté affectif, bien sûr. On parle de foncier, on parle de forêt. Donc là, on pense évidemment à l'impact que ça peut avoir. Il y a le côté performance et puis surtout résilience dans le cadre d'une allocation d'actifs. Et il y a également la fiscalité. Il faut savoir qu'on peut avoir 3 avantages fiscaux en investissant sur la forêt à travers nos fonds. Il y a d'une part une réduction d'impôt sur le revenu et on a la chance d'avoir un taux majoré pour cette fin d'année à 25%. Normalement, c'est 18%. Là, on bénéficie d'un taux de 25%. C'est-à-dire que
Si j'investis, par exemple, 10 000 euros, eh ben, je vais avoir 25% de réduction d'impôt, je vais avoir 2 500 euros de réduction d'impôt. Donc ça, il y a une limite, il y a un plafond, c'est 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 euros pour un couple. On est également soumis au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Et donc, comme je vous le disais, il y a un délai de blocage de 7 ans pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt de 25%. Ensuite, tous nos fonds sont exonérés à l'IFI. Là, la condition, c'est de ne pas détenir plus de 10% du capital du fonds. Donc ça, en général, c'est le cas. Et le dernier point, le dernier avantage fiscal, c'est en matière de transmission. Parce que quand on va transmettre ces parts, seulement 25% de la valeur des forêts vont être retenus pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Donc, ça permet de diminuer l'assiette de l'impôt en matière de transmission. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comme France Vallée gère les forêts, la contrepartie de gestion durable des forêts pendant 30 ans qui conditionne cet abattement de 75%, qui est un gros cadeau. Et donc, il y a bien une condition derrière. Ça, c'est France Vallée qui s'en occupe. Et vous, derrière, il n'y a pas de délai de détention particulier, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de plafond de montant, il n'y a pas de condition de lignée. Et donc, c'est ce qui vous permet d'envisager de transmettre à moindre coût, pourquoi pas à vos enfants ou petits-enfants, des neveux et nièces, et donc d'avoir cet avantage en matière de transmission. Il faut savoir que ces trois avantages sont potentiellement cumulatifs, tout dépend des fonds, parce que chaque avantage fiscal a bien sûr sa contrepartie. Donc, en fonction de votre profil, vous avez une gamme qui s'offre à vous, et donc Thésaurus est là justement pour vous accompagner, pour vous orienter vers le produit forestier qui s'adaptera le plus à votre propre situation. Et avec ça, vous investissez dans un actif effectivement qui est résilient, mais qui en plus a un impact en termes d'écologie, en termes de matières premières, qui va être moins polluant que tout ce qui existe. Et ça permet effectivement, en ajoutant justement d'un côté les solutions de CVE, de l'autre côté les solutions de France Vallée, de tout ce que pourra vous proposer Thésaurus, de limiter l'impact carbone d'une part, donc il y a un côté où vous faites du bien à la planète. Dans votre portefeuille, dans votre patrimoine, ça vous permet de diversifier avec des actifs tous décorrélés les uns des autres, et ça vous permet en prime d'avoir un ou plusieurs avantages fiscaux pour avoir une solution finalement assez complète. Voilà, et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Laurence, merci Damien pour vos interventions qui respectent les délais donnés. Nous avons donc quelques questions qui ont été posées par nos clients et prospects. Des questions tout d'abord pour Damien, qui s'adresse à Damien et donc à la société CVE. Une question qui nous est posée par Michel David sur votre positionnement par rapport à une société concurrente telle que Voltalia. Aujourd'hui, si on doit comparer CVE à Voltalia, comment est-ce que vous vous positionnez? Alors effectivement, Voltalia, c'est une société effectivement concurrente qui produit des énergies renouvelables également. Ils sont un peu plus anciens que nous. Ils ont été créés 5-6 ans avant nous, donc ils sont un petit peu plus gros aujourd'hui. L'autre type de différence qu'il peut y avoir par rapport à nous, ils sont cotés. Ils sont également présents sur le marché de l'éolien, ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Après, par rapport à CVE, ce qui fait une spécificité de CVE, c'est effectivement les produits financiers tels qu'on les propose. On est assez atypique là-dessus, et c'est vraiment une expertise qu'on a aujourd'hui parce qu'on se finance comme ça depuis une dizaine d'années, et que pour donner un petit peu des chiffres aussi et des ordres de grandeur, parce que ça peut être des éléments rassurants aussi, c'est qu'on a organisé une cinquantaine de collectes et levé 300 millions, un peu moins de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, avec beaucoup de produits qui ont été remboursés depuis. Voilà. Donc, c'est aussi pour montrer aussi ce respect des engagements de CVE depuis 10 ans. Très bien. Une deuxième question qui concerne peut-être votre avenir, on vous le souhaite, ou en tout cas votre mode de financement. Une personne nous dit qu'avec la forte valorisation des titres liés aux nouvelles énergies en bourse, donc l'attrait de ce domaine d'activité, pourquoi n'optez-vous pas pour une IPO, donc une introduction en bourse?
Alors, après, c'est dur d'avoir une boule de cristal et de vous dire de quoi demain sera fait. En tout cas, ce n'est pas un sujet vraiment d'actualité pour nous, dans le sens où, comme je le disais dans ma présentation, on a donc ICG. Alors, pour resituer qui est ICG, ICG, c'est un gestionnaire d'actifs anglais qui gère 35 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Et ils ont investi dans CVE à travers un fonds infrastructure qui est basé à Paris, qui vient d'investir 100 millions d'euros dans CVE. Et eux, ils sont là sur… Donc, c'est important de préciser, de parler de fonds d'infrastructure, c'est qu'ils sont là en général sur des horizons assez long terme. En fait, dans l'opération, il y a un lock-up, ce qu'on appelle un lock-up de 5 ans. Donc, ils sont là sur un horizon de 5 ans révolu. Ils ne peuvent pas sortir avant 6 ans. Ils sont sur un horizon d'investissement 6 à 9 ans. Donc, c'est-à-dire que là-dessus, sur l'actionnariat, voilà, il ne va pas nécessairement y avoir d'évolution dans les 6-9 prochaines années. Après, comme je le disais, vous dire de quoi demain ou après-demain sera fait, c'est difficile. Voilà. Mais ça peut être aussi une des horizons de sortie. Voilà. OK. Une dernière question pour Damien. On nous demande également ce que vous faites des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Oui. Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent. On me pose souvent la question, oui, bon, alors au-delà des panneaux en fin de vie, je digresse un petit peu dans ma réponse, hein, mais on me pose souvent la question, ouais, mais alors est-ce que c'est vraiment vert, quel est le bilan carbone des panneaux, etc. Alors oui, c'est vraiment vert. Effectivement, quand on installe nos panneaux et quand on lance, quand on met en exploitation notre site, on parle souvent de dette carbone, il part avec une dette carbone dans le sens où effectivement, produire les panneaux, les installer, la construction, ça a un bilan carbone. Et cette dette carbone, nous, on calcule spécifiquement sur chaque site en combien de temps on la rembourse. Et globalement, cette dette carbone, elle est remboursée en 4 à 5 ans d'exploitation. Il faut imaginer que les 25 années suivantes sont que du bonus en termes de bilan carbone. Ça, c'est sur la partie environnementale d'un point de vue global. Sur la partie des panneaux, quand on achète les panneaux, c'est un petit peu comme vous ou moi, quand on achète une machine à laver, on paye une éco-participation pour la D3E. La D3E, c'est le traitement des déchets électroniques. Là, quand on achète des panneaux photovoltaïques, on paye une éco-participation à un organisme qui s'appelle PV Cycle, donc PV comme photovoltaïque, et qui est chargé de collecter et de recycler ces panneaux. Et sur le recyclage des panneaux, il faut imaginer qu'on a 95% du panneau qui est recyclable. En gros, un panneau, c'est beaucoup de verre. Le verre est recyclable. Ce qui est à l'intérieur, les minerais, etc., sont récupérés, les métaux sont récupérés à travers des filtres et valorisés également. Et ce qui n'est pas valorisable en fait, et recyclable dans le panneau, c'est plutôt toutes les petites parties de plastique, les capots de plastique, etc., qui vont recouvrir tous les branchements et qui sont à l'arrière du panneau. Donc, à retenir, effectivement, le traitement des panneaux est quelque chose qui est provisionné et géré à l'achat du panneau, et 95% du panneau est recyclable. Bien, écoute, je pense qu'on a bien répondu à la question. On a des questions aussi pour Laurence. Il y a une question qui concerne le mécanisme de réduction d'impôt. C'est vrai qu'on évoque le fait qu'un couple qui investirait au maximum 100 000 euros, qui est le plafond, et qui obtiendrait une réduction d'impôt de 25%, donc 25% de 100 000 égale 25 000. Que se passe-t-il vis-à-vis du plafond de niche fiscale qui est, lui, situé à 10 000 euros? Alors, effectivement, je suis passée un petit peu vite pour respecter le délai. Mais pour ce qui est de la réduction d'impôt, je n'ai pas précisé, il y a des reports qui existent. Par exemple, si je suis un célibataire, mon plafond de versement est de 50 000 euros. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre plus. Par exemple, si je mets 70 000 euros, il y a 50 000 euros qui vont s'appliquer la première année, qui seront pris en compte fiscalement, et les 20 000 euros seront reportés l'année suivante. Dans l'exemple qui a été effectivement donné dans le cadre de la question, si je suis en couple, je mets 100 000 euros. 100 000 euros fois 25%, ça va me générer 25 000 euros de réduction d'impôt. Et comme je suis plafonnée au niveau des niches fiscales, les 25 000 euros, je vais les étaler. Il va y avoir 10 000 euros la première année, 10 000 euros la deuxième et 5 000 euros la troisième. Mais attention, ça s'appliquera toujours comme ça. Je ne pourrai pas choisir le montant que j'applique. Je ne peux pas dire j'utilise 5 000, puis l'année suivante 6 000, etc. Je pourrai l'étaler toujours en respectant les plafonds. Je ne reporte que ce qui dépasse des plafonds.
Parfait, c'est très clair. Une autre question qui concerne le mode de financement de France Vallée. Et donc, la question est, euh, est-ce est-ce par la vente de bois ou sur l'achat et revente de parcelles ou les deux? Alors, la performance, elle se fait des deux manières. C'est exactement comme quand vous investissez dans un immeuble, dans une maison. La performance, elle va d'abord par les loyers, et puis vous allez, si jamais vous revendez, potentiellement, vous pouvez faire une plus-value et votre valeur va augmenter. Ça va être la partie capitalisation. Et bien là, c'est exactement la même chose. Quand on va faire des coupes d'arbres, et bien du coup, les coupes vont générer un rendement qui peut être distribué et des dividendes qui seront distribués et touchés par le propriétaire des parts. Et après, si la valeur des forêts augmente, et ben dans ce cas-là, ça aura un impact sur la valeur des parts, c'est-à-dire que la part que je vais acheter 100, et ben du coup, elle-même va prendre de la valeur. Et donc là, ça sera la partie capitalisation. Et quand je revendrai, évidemment, ben mon prix de part aura évolué en fonction de l'évolution de la valeur des forêts. Très bien, merci. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous avons répondu à plusieurs de vos questions. Vous pouvez transmettre toutes vos questions à vos conseillers. Nous pourrons évoquer plus en détail, même accompagné de Laurence ou de Damien pour certains d'entre vous si vous le souhaitez, revenir sur l'impact fiscal ou l'intérêt que vous portez à ces deux investissements. Thésaurus a l'ambition de développer une gamme complète d'investissements dans ce domaine d'activité. Et donc, nous conserverons tout à fait la relation à long terme avec CVE et France Vallée. Et donc, nous aurons l'occasion de les faire intervenir à d'autres reprises. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.